Notre Europe Institut Jacques Delors a lancé son premier Citizen Web Dialogue en partenariat avec toute l'Europe le 4 juillet 2013. Pendant près de 30 minutes, Antonio Vitorino a répondu en direct aux questions que les internautes lui avaient posées tout au long de la semaine sur notre application Facebook. La question qui a obtenu le plus de votes ouvre donc cet entretien, et la voici. Suite aux révélations dans la presse concernant l'espionnage américain en Europe, où en sont les négociations UE-USA pour un accord de libre-échange? Bonjour à tout le monde, dans ce premier web dialogue. Je voudrais dire que l'attitude qui est devenue publique des forces de sécurité et des services secrets américains est tout à fait inacceptable. Et le plus important, c'est qu'on puisse trouver une réponse commune au niveau européen, et je crois qu'on a parlé d'une même voix. Je ne trouve pas que la question essentielle soit procédurale. Il ne s'agit pas de reporter le commencement des négociations, pas la suspension des négociations, le commencement des négociations de l'accord de commerce. Parce qu'une partie importante de cet accord de commerce, ça tient exactement à voir avec la protection des données personnelles. Où il faut reconnaître, du point de vue historique, nous, Européens et les Américains, nous n'avons pas la même position. Donc ça fait partie du débat, et je dirais plutôt que le fait que les Américains soient maintenant sous le collimateur, ça nous renforce notre position négociale. Alors, on a une question de Maxime Largetot à ce sujet. Justement, est-ce que c'est pas l'occasion tout de même d'avoir une action diplomatique forte, visible et coordonnée? On a bien vu que l'Allemagne avait une position un petit peu différente sur l'ouverture de ces négociations. Monsieur Barroso a annoncé qu'elles auraient bien lieu le 8 juillet. Enfin, c'est vrai qu'on manque encore d'une union, peut-être au niveau diplomatique. Je comprends, du point de vue symbolique, que ces divisions soient importantes pour la perception de ce qui est en jeu. Mais plus important que valoriser les différences procédurales, je crois que ce qu'on doit souligner, c'est l'importance de la position sur le fond. Et sur le fond, il n'y a pas de différence. Ça veut dire qu'aucun pays européen, aucune institution européenne a montré de la faiblesse vis-à-vis des Américains. La condamnation est claire et totale, et donc je ne ferai pas de la divergence sur le moment de commencement des négociations, la question essentielle. Je ferai la question essentielle, je dirais, c'est la position sur le fond. Et là, j'espère qu'on aura et qu'on va garder une position commune. Alors, on a une autre question d'un internaute qui souligne qu'il reste encore beaucoup à faire pour régler les problèmes économiques de la zone euro et que de grands chantiers de négociation sont toujours ouverts, comme la protection des données personnelles. Qu'en pensez-vous? Je crois que l'accord avec les États-Unis, c'est un moment important du point de vue économique aussi pour le redressement de l'économie européenne. Nous sommes en train de parler de négociations entre deux grands marchés à l'échelle mondiale, 25 millions de consommateurs en Europe, plus de 300 millions de consommateurs aux États-Unis. Et je trouve qu'un tel accord, s'il est conclu sur des bases équilibrées pour les deux parties, est positif pour l'économie européenne, y compris pour régler les problèmes très sérieux de l'économie européenne, est positif pour l'économie américaine, et donc c'est positif pour l'économie globale. Moi, je crois que le commerce international, s'il est réglé, s'il est basé sur des règles, des normes, des standards qui respectent les droits sociaux fondamentaux et l'environnement, le commerce peut être un atout dans la relance économique. Alors, toujours sur ce dossier, que pensez-vous de la demande d'asile formulée par le consultant américain, M. Snowden? Bon, je comprends fort bien qu'il demande l'asile. Dans 21 pays. Dans plusieurs pays. Jusqu'à présent, que je sache, sa demande n'a pas été acceptée encore par un pays. Tout dépend du fondement de cette demande. Vous savez qu'il y a des instruments de protection internationale, la Convention de Genève et le protocole additionnel de New York de 1967, et donc il faudra voir si les raisons invoquées par M. Snowden sont en ligne avec les conventions internationales. Alors je rebondis avec une question de Kevin von Waldorf Astoria. Après les coupes budgétaires à la culture dans toute l'Europe à cause de la crise, serons-nous obligés de voir la culture européenne remplacée par des produits culturels de masse venant des États-Unis? Il faut être bien conscient qu'aujourd'hui la culture dépend aussi beaucoup des instruments. Et nous vivons dans un monde online. Et sans doute, nous avons pris du retard, nous, Européens, en tant que producteurs de services culturels et audiovisuels,
dans le réseau global. Et donc, je dirais qu'au-delà des coûts des dépenses en matière culturelle, ce qu'il faut, c'est mobiliser le potentiel économique de notre diversité culturelle. Ça, c'est le défi, et c'est là qu'on devrait se concentrer. Donc, je n'ai rien contre la créativité et l'imagination des producteurs culturels américains, soyons clairs, mais c'est à nous, Européens, qui revient la charge d'être compétitifs aussi dans ce domaine-là. Alors, un autre sujet qui occupe également la une de l'actualité européenne, selon les derniers chiffres publiés par Eurostat, 23,2% de l'Union européenne, des jeunes dans l'Union européenne sont au chômage. Donc l'emploi des jeunes était au menu du dernier Conseil européen. On a une question de Brigitte Régnier. Quelles sont les mesures prises par le Conseil contre le chômage des jeunes en Europe? Écoutez, le chômage des jeunes aujourd'hui est peut-être une des menaces, sinon même la menace la principale à la cohésion sociale en Europe. Donc, je me réjouis du fait que le Conseil européen, finalement, a répondu qu'il devrait accorder une priorité absolue au chômage des jeunes. Ce n'est pas seulement le chiffre global à 23,2%, c'est aussi le fait qu'en Grèce, c'est presque 60%, en Espagne, 57%, même dans mon pays, c'est 47%. Et donc, la décision d'accorder 8 milliards d'euros à des programmes pour combattre le chômage des jeunes, dès à présent, est une bonne décision du Conseil européen. Ceci étant dit, il faut être clair, l'Europe peut rendre disponible des moyens financiers, et ça c'est positif. Mais ça revient aux États membres. Et non seulement aux États nationaux, mais aussi aux régions, de définir les programmes qui pourront effectivement aider les jeunes à trouver un travail, un boulot. Et il faut le faire vite. Parce que c'était le thème de la conférence organisée hier à Berlin. À Berlin, on a fait des échanges de meilleures pratiques, et ça c'est bien. Il faut savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Parce qu'il faut dire clairement, dans le domaine de l'éducation, de l'apprentissage ou de l'entrée dans le marché du travail, il y a des cas de succès, mais il y a aussi des cas d'insuccès. Donc, je trouve qu'il y a deux éléments essentiels. D'un côté, les régions qui ont plus de 25% de chômage des jeunes, ce sont des régions prioritaires pour l'accès à ces 8 milliards d'euros. Il faut qu'elles bougent vite pour présenter des programmes clairs, des programmes qui permettent que l'argent arrive à l'économie réelle et fait la différence dans la vie des jeunes chômeurs immédiatement. Et de l'autre côté, il faut aussi reconnaître que le problème, c'est du financement des petites et moyennes entreprises. L'Europe est un continent où l'emploi dépend largement des petites et moyennes entreprises. Il nous faut des initiatives ciblées sur les petites et moyennes entreprises, sans quoi on ne sera pas capable de créer des postes de travail. C'est justement une question qui a été posée d'Anthony Bernard. Comment l'Europe peut aider à améliorer la formation des jeunes en entreprise? Oui, ça c'est un défi. C'est un défi parce qu'il y a différentes cultures de formation et d'apprentissage au niveau européen. Je trouve qu'il faut, et je me réjouis du fait que le Conseil européen et le Parlement européen aient arrivé à un accord sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. Ça, c'est très important. Mais c'est aussi important la qualité des systèmes d'éducation. Parce que toutes les preuves que nous avons dans le terrain montrent que les jeunes qui sont mieux éduqués, qui ont un niveau d'éducation plus élevé, sont moins atteints par le chômage. Alors les élections européennes seront dans un an. D'ici là, c'est vrai qu'il y a un rôle des médias, mais aussi des think tanks européens qui va être important. Alors on a une question de Jean-Louis Perrard. Avec l'aide des grands titres de la presse européenne, est-ce que les think tanks européens devraient aussi s'adresser directement au peuple européen et pas seulement à une sphère d'initiés déjà acquise à la cause européenne? Tout à fait d'accord. C'est pas facile, c'est plus facile à dire qu'à faire, ouais. Parce que c'est vrai que les think tanks, y compris dans l'Europe, je ne l'exclus pas, sont très versés dans un circuit un peu fermé. Nous avons besoin d'outils. Web Dialogue, c'est un outil d'arriver aux citoyens. Les grands médias doivent aussi ouvrir leur agenda au sujet européen. Mais là, je suis optimiste. Je dois vous dire que je pense que pour la première fois, les questions sur l'avenir de l'Europe sont tellement cruciales, elles sont tellement existentielles, qu'elles seront au centre des décisions des prochaines élections pour le Parlement européen, comme elles n'ont jamais été auparavant.
pour le rendre clair, souvent on pense dans les élections européennes que ce sont des élections nationales de deuxième classe. On profite le prétexte d'une élection européenne pour punir le gouvernement en fonction d'un certain pays. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que maintenant, les sujets de l'agenda européen sont des sujets qui sont discutés, sont débattus dans tous les États membres, top of the agenda, si vous permettez l'expression anglaise. Et donc, j'espère qu'on aura la possibilité de toucher une majorité des citoyens sur les questions européennes et bien sûr les think tanks et notre Europe elle-même. Nous avons par exemple un projet intéressant, l'un c'est de faire une évaluation de la façon dont les familles politiques ont voté les questions essentielles dans la dernière législature pour rendre clair aux citoyens quelle est la différence dans leur vie quotidienne des décisions qui sont prises par le Parlement européen. Et l'autre projet, c'est d'être dans un réseau qui va organiser des débats entre les candidats à la présidence de la Commission européenne. Alors, un autre thème qui préoccupe bien évidemment nos internautes qui nous suivent actuellement, la crise. Une crise qui sévit de plus en plus dans certains pays, comme le Portugal, on l'a vu très récemment, 2 ministres ont démissionné en moins de 24 heures. Quels sont vos commentaires justement sur ces démissions? Écoutez, au-delà des aspects, disons, tactiques que je ne vais pas commenter, je crois qu'il n'y a pas d'intérêt européen, il y a un problème de fond. Et le problème de fond, c'est que le Portugal a appliqué une politique d'austérité pendant 2 ans. Malheureusement, les résultats ne sont pas à la vue et surtout, il n'y a pas un horizon d'espoir. Et donc, il y a une certaine fatigue de l'austérité et la compréhension qu'il faut trouver l'équilibre entre le redressement et l'ajustement des finances publiques. C'est un nécessaire et incontournable dans le cas du Portugal et d'autres pays. Mais il faut que les mesures d'austérité soient équilibrées avec des mesures de stimulus, d'incentive à la croissance économique pour donner un espoir aux citoyens. Et c'est cet équilibre qu'on n'a pas trouvé encore. Une question de Babel qui nous demande, croyez-vous, qui vous pose la question, croyez-vous que la croissance soit la solution à la relance économique? La croissance, c'est une expression un peu ambiguë. Ça dépend de quelle croissance nous sommes en train de parler. Bon, et soyons clairs, sans investissement, sans la création des entreprises, il n'y a pas d'emploi. Et donc, je dirais que la priorité de la politique européenne va être créer les conditions pour améliorer l'investissement, pour créer de l'emploi. Et ça dépend de plusieurs facteurs. Des facteurs européens, les projets des réseaux transeuropéens pour les infrastructures sont un projet important, mais aussi l'initiative des entrepreneurs, surtout au niveau des petites et moyennes entreprises, c'est le réseau du travail, la création des postes de travail au niveau européen. Donc, ma réponse est oui, bien sûr, il faut reprendre la voie de la croissance, mais ça doit être une croissance ciblée pour la création d'emplois, pour sauvegarder la cohésion sociale européenne qui est aujourd'hui, dans mon avis, menacée par les effets sociaux de la crise. Alors, il y a d'autres volets économiques, l'harmonisation fiscale. Une question d'Anthony Bernard, l'harmonisation fiscale peut-elle contribuer à la croissance? Oui, écoutez, je dirais, en principe, il y a un domaine d'harmonisation fiscale qui est très important, c'est celui de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Et là, tout ce qu'on peut faire en matière d'harmonisation, c'est très important pour la croissance économique, mais aussi pour la justice sociale. Deuxièmement, il y a l'harmonisation fiscale dont on parle. C'est par exemple la création d'une base commune pour la tributation des entreprises qui opèrent dans plusieurs pays et qui bénéficient d'une certaine concurrence fiscale au sein de l'Union européenne. Et je pense que les travaux sont bien approfondis là-dessus et qu'on devrait aboutir à une telle décision. En plus, la création de la taxe sur les transactions financières, ça peut être aussi un outil important pour la croissance économique. Ceci dit, il ne faut pas rêver à un taux d'impôt unique au niveau européen parce qu'il y a des différences de croissance économique, de niveau de développement économique entre les États membres, et donc je ne dirais pas qu'on est au bord d'une telle harmonisation fiscale.
Une autre question toujours du même internaute. Un revenu universel permettrait-il d'améliorer la consommation? Il y a des décisions du Conseil des affaires sociales dans le sens que chaque État membre devra créer un revenu universel. Ça veut dire un minimum de survie digne pour les citoyens européens. Et plusieurs États membres ont suivi cette recommandation. Déjà, elle existe sur le terrain. Ceci étant dit, bien sûr, le revenu minimal en France est différent du revenu minimal en Grèce ou au Portugal, aussi à cause des différences de développement économique. Mais il faut souligner que le revenu minimal, c'est simultanément une question de droits fondamentaux, de respect de la dignité humaine, mais c'est aussi un objectif économique. Parce qu'avec un tel revenu minimal, on garantit que le marché intérieur, la demande interne peut contribuer à la croissance économique. On ne peut pas faire tout dépendre des exportations et de la compétitivité mondiale. Il faut aussi compter sur la capacité de pouvoir d'achat des citoyens européens. C'est le plus grand marché intérieur du monde, 500 millions de consommateurs. Alors, deux questions qui nous viennent de Sophie Patras, toujours concernant des questions économiques. Est-ce qu'il est vraiment possible de continuer vers une union bancaire stable sans que nos politiques intérieures ne se coordonnent? Le pacte de stabilité et de croissance a-t-il encore un sens pour la croissance européenne? Écoutez, l'union bancaire, c'est peut-être un des projets les plus complexes et les plus importants. Je sais que les citoyens ont une vision très négative des banques. Mais il faut dire aussi très clairement, il y a une grande différence entre l'économie européenne et l'économie américaine, par exemple. L'économie américaine, pour son financement, dépend seulement en 30% des banques. Tout le reste du financement vient du marché des capitaux. En Europe, c'est à l'envers. Plus de 70% du financement de l'économie dépend du crédit bancaire. Et les marchés de capitaux n'ont qu'un rôle secondaire. Donc nous avons une dépendance telle vis-à-vis des banques qu'il faut changer dans l'avenir, sans doute. Mais pour changer, il faut du temps, il faut de la marge de manœuvre. Il faut surtout que les banques soient stables, crédibles, qu'ils puissent bénéficier de la confiance et qu'ils soient beaucoup plus transparents dans son fonctionnement qu'ils ont été jusqu'à présent. Et donc, je dirais, écoutez, la priorité à l'union bancaire, c'est tout à fait compréhensible et nécessaire. Et bien sûr, elle sera aussi utile pour une meilleure coordination des politiques économiques nationales. Parce qu'on a vu que quand on n'a pas prêté suffisamment d'attention à ce que les banques faisaient, on a été confronté avec une crise très sérieuse. On ne peut pas commettre les erreurs du passé. On a vu à Chypre. Tout à fait. Et donc, l'existence d'une union bancaire permettra non seulement une supervision unique, plus cohérente, mais aussi garantir que les banques sont au service de l'économie réelle et non pas d'un monde imaginaire de transactions financières qui n'ont aucune correspondance avec l'économie réelle et qui pourront aboutir à un désastre. Cette union bancaire, justement, où est-ce qu'on en est concrètement? Quelles sont les prochaines échéances? Oui, je crois que les échéances les plus importantes prendront place entre aujourd'hui, enfin, le dernier Conseil européen, et septembre de l'année prochaine, le moment où la Banque centrale européenne sera le superviseur d'environ 130 banques européennes, qui représenteront plus de 80% des assets bancaires européens, donc c'est la plupart des banques systémiques européennes. Et entre-temps, il faudra adopter de la législation qui est en train d'être négociée entre la Commission, le Parlement et le Conseil des ministres sur le mécanisme de supervision, sur la résolution des banques, sur les règles de recapitalisation des banques qui auront des déficits de financement. Et finalement, j'espère que tout sera en place en septembre de l'année prochaine. Je sais que pour vous, ça peut vous paraître très longtemps. Mais le temps moyen de décision au niveau européen est toujours supérieur à 2 ans. Et donc, le faire dans une période d'une année, c'est insuffisant vis-à-vis la vélocité, la vitesse des marchés, mais c'est déjà remarquable par comparaison au temps moyen de décision au niveau européen. Alors justement, cette réaction, on a une réaction d'un internaute qui nous pose la question, l'Europe est-elle vraiment adaptée pour réagir vite? On l'a vu dans le cas de Chypre. Malheureusement, ma réponse est non.
On améliore le temps de décision, sans doute, je vous ai déjà donné l'exemple, mais la réalité, c'est que l'Europe, c'est 28 États membres maintenant, à partir du 1er juillet, avec l'entrée de la Croatie. Et donc, il y a tout un élément de négociation intergouvernementale qui est contraire à la vitesse, à une décision rapide. Donc, il faudra trouver l'amélioration des outils institutionnels pour mieux répondre aux pressions des marchés qui bougent très vite, à la vitesse d'un clic dans un ordinateur. Alors, les électeurs français votent le 5 mai 2014, dans moins d'un an, pour choisir les représentants au Parlement européen. On a plusieurs questions, justement, sur ces élections européennes. Une question de Fausto Rotelli. Les citoyens européens montrent de plus en plus leur ras-le-bol lors des différentes élections. Pensez-vous que nous aurons une percée des groupes anti-européens au Parlement européen en 2014? Et quelle doit être la réponse de l'Europe pour éviter ce risque? Oui, en effet, je dois vous avouer que je crains que dans les élections pour le Parlement européen, on aura une montée des activismes extrémistes. Je ne pense pas que ce soit inévitable. Vous pensez que le Parlement, on a une réaction en direct? Qu'adviendrait-il si le Parlement européen était gouverné par une majorité anti-européenne? Non, je ne crois pas que la perspective soit d'avoir une majorité anti-européenne. Pas du tout. Nous sommes heureusement très loin de là. Il faut comprendre qu'il y a des réalités très différentes d'un pays à l'autre. Et dans les grands États membres, oui, il y a des pays comme par exemple le Royaume-Uni, où on s'attend à une montée des votes anti-européens, même peut-être ici en France, c'est un cas de souci, mais il y a des pays comme par exemple l'Allemagne, l'Espagne ou la Pologne, où je ne crois pas qu'on puisse assister à une telle montée des forces extrémistes. Donc je suis persuadé que la majorité du prochain Parlement européen sera largement pro-européen. Mais ça, ce n'est pas suffisant, à mon avis. La meilleure façon de lutter contre les anti-européens, c'est de rendre clair quelles sont les alternatives politiques pro-européennes. Ça veut dire qu'il y a plusieurs projets, plusieurs propositions, et les propositions ont des conséquences différentes dans la vie des citoyens. Et donc, ce qu'il faut, c'est de mobiliser les pro-européens autour des idées, des valeurs, des projets, des propositions, et pas dire qu'on a peur des anti-européens, parce que dans les élections européennes, bien sûr, les activistes ont plus de poids parce qu'ils se mobilisent. Donc, il faut que les pro-européens se mobilisent à un niveau pour battre les anti-européens. Alors justement, une question qui me vient aussi, Yann Coco, à quoi faudrait-il remédier pour que la participation à ces élections européennes soit plus importante que les précédentes élections? Je crois tout d'abord qu'il est indispensable que les responsables politiques nationaux, même ceux qui ne se présentent pas aux élections, mais qui ont des responsabilités, soit au niveau du gouvernement, soit au niveau local, se mobilisent pour les élections parlementaires européennes. C'est-à-dire, s'il n'y a pas une prise de position, une appropriation des questions européennes par les représentants politiques au niveau national, on n'arrivera pas à toucher la grande masse des électeurs. Donc, les élections européennes, ce n'est pas seulement un enjeu entre les quelques peu candidats et les électeurs. C'est quelque chose qui exige la mobilisation de tous les responsables politiques au niveau national, soit parlementaires nationaux, soit membres des gouvernements nationaux, soit membres des municipalités, des autorités locales. Et donc, c'est cette mobilisation pro-européenne sur des sujets qui font la différence dans la vie des gens que j'espère qu'on puisse avoir en mai 2014. On a une réaction en direct sur le précédent sujet concernant les banques. Caroline Noté, aujourd'hui les banques sont sorties de la crise et les revenus des dirigeants sont encore colossaux et ce sont les gouvernements et les citoyens qui paient. Oui, vous avez tout à fait raison, mais deux remarques. Tout d'abord, je ne suis pas tout à fait sûr que les banques soient sorties de la crise. Et c'est pourquoi l'union bancaire est importante. C'est pour rendre clair que la situation est stable et qu'elle est susceptible d'être corrigée là où elle n'est pas encore tout à fait stable. De l'autre côté, si vous avez bien vu, les décisions qui ont été prises sur l'union bancaire prévoient aussi un cap, une limitation, par exemple, aux rémunérations des responsables des banques.
Et au bonus annuel, il y aura des règles communes qui limitent ces bénéfices pour les banquiers. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, que quelques États membres n'ont pas voulu adhérer à l'Union bancaire. Alors, on revient un petit peu sur le rôle du Parlement européen. Une question de Adrien Lagneau. Trouvez-vous normal que les députés européens n'aient pas de pouvoir direct d'initiative? Normal, c'est une bonne expression. Écoutez, au niveau national et selon la division de pouvoir de Montesquieu, donc non, ce ne serait pas normal. Il faut comprendre que l'Union européenne a un équilibre institutionnel, lui, qui n'est pas normal dans ce sens. C'est une autre normalité, disons-le comme ça. Ça veut dire qu'il y a des équilibres entre institutions qui reposent dans une large mesure dans le rôle de la Commission, qui est le représentant de l'intérêt général européen. Et c'est pourquoi on a accordé le droit d'initiative qu'à la Commission. Et si on change ça, on change tout l'équilibre du système. On peut changer, bien sûr, mais c'est le système dans son ensemble qu'il faut changer. Est-ce que certains le souhaitent aussi, une Oui, réforme? On peut l'envisager, mais ce que j'attire l'attention, c'est que d'une certaine façon, on a eu une évolution vers un certain droit d'initiative au niveau parlementaire. Parce que le Parlement européen, aujourd'hui, peut voter des résolutions en demandant à la Commission une initiative législative sur un sujet X ou Z. Et la Commission, d'habitude, quand le Parlement s'exprime à une majorité qu'il veut que soit saisie d'une initiative législative sur un sujet X, d'habitude, la Commission présente sa proposition. Mais il faut comprendre qu'il y a une négociation, non seulement avec le Parlement, mais aussi avec les États membres. Et cette négociation avec les États membres donne au rôle d'initiative législative de la Commission une caractéristique très spéciale. Merci, Monsieur Victorino. C'est un plaisir et j'espère qu'on se rencontrera dans ce web dialogue que l'Institut Jacques d'Or est très heureux d'appuyer. D'autres Citizen Web Dialogues seront ultérieurement organisés. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver la vidéo sur le site internet, sur la chaîne YouTube de Notre Europe Institut Jacques Delors et sur le site internet de touteleurope.eu. Merci.